Monsieur Ammar Abba, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes diplomate, longtemps ambassadeur à Moscou et à Londres. Vous avez édité il y a près de 6 mois un livre sur la politique étrangère de l'Algérie de 1962 à 2022, des idéaux de la révolution aux exigences de la répolitique. C'est l'intitulé de votre livre, La diplomatie algérienne. Monsieur Abbas, c'est un long parcours et une longue histoire. C'est l'objectif du livre. C'est l'objectif du livre, présenter la politique étrangère de l'Algérie depuis l'indépendance, c'est-à-dire sur 60 ans, en essayant de décliner les axes stratégiques, les points forts et les problèmes, la manière dont cette politique étrangère a été menée, les instruments qui ont servi à la mener, notamment la diplomatie algérienne. C'était là l'objectif de ce livre. Alors l'objectif de ces livres, bien sûr, mettre en exergue un peu la diplomatie algérienne, une diplomatie naissante et qui est restée constante sur ses positions de 62 à ce jour, Monsieur Abba. Il y a une constance, c'est vrai, mais il y a aussi des variations, il y a des adaptations aux réalités, il y a un effort constant de pragmatisme afin de rester fidèle aux idéaux de la Révolution, mais de tenir compte de plus en plus de l'intérêt national et des réalités qui nous entourent. Alors, mais quel est l'intérêt aujourd'hui de ce livre? C'est raconter toute cette histoire de la diplomatie algérienne à l'indépendance naissante, c'est-à-dire de 62 à 2022, avec les différentes étapes, les différents parcours et les différentes réalisations, notamment dans le domaine de la médiation. La médiation est un des instruments de notre politique étrangère qui sont d'ailleurs connus dans le monde. Notre pays a entrepris un certain nombre de médiations qui ont été tout à fait fructueuses et qui ont apporté plus de paix dans les relations internationales. La plus connue est celle qui a consisté à libérer les otages américains à Téhéran en 1979. Une grande étape de l'histoire de l'Algérie dans le C'était domaine important, diplomatique. bien entendu, mais il y en a eu d'autres. On peut citer aussi le conflit Érythrée-Éthiopie et bien d'autres conflits dans lesquels Irak-Iran. Irak-Iran, ça a été Irak-Iran en 1975. Cela s'est fait en marge du premier sommet de l'OPEP à Alger. C'était en présence de Saddam Hussein et du Shah d'Iran. Et c'était donc en 1975. C'est parmi les stations les plus importantes de ce savoir-faire, on dirait, qui s'appelle la médiation. Alors justement par rapport à cet aspect que vous soulevez, Monsieur Abba, dans l'usage un peu courant, on confond souvent politique étrangère et diplomatie. Quelles sont un peu les différences entre les deux? Parce qu'on a tendance à Oui, on a entretenir tendance cet à amalgame, parler et c'est de... ce que vous expliquez dans votre livre. Oui, on a tendance à parler de l'un pour parler de l'autre, on les confond. Or que c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La politique étrangère, si on peut essayer de la définir, c'est l'ensemble des idées et des actions mises en œuvre par un pays pour défendre ses intérêts nationaux. La diplomatie est l'instrument principal de la politique étrangère. Il y a d'autres instruments au service de la politique étrangère dont on peut parler et qui sont nombreux. Mais la diplomatie, ce n'est qu'un instrument, mais c'est le principal instrument de la politique étrangère. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que partant de ce que vous avez écrit, partant bien sûr du parcours du diplomate que vous êtes aujourd'hui, Monsieur Ammar Abba, puisque vous avez été longtemps ambassadeur à Moscou, longtemps également ambassadeur à Londres, que la diplomatie algérienne, malgré sa jeunesse, elle a réalisé des exploits, et beaucoup d'exploits? En tout cas, elle a défendu constamment l'intérêt national. Elle a été un instrument principal au service du développement, de la prospérité, de la paix en ce qui concerne notre pays. C'est ça l'objectif que l'on assigne à une politique étrangère et à une diplomatie, c'est de maximiser la défense des intérêts et de faire en sorte qu'elle soit toujours là pour apporter quelque chose à la politique intérieure. D'ailleurs, certains disent qu'elle est le reflet de la politique intérieure. On peut dire qu'elle peut être mise au service de la politique intérieure. Mais prospérité pour la paix dans notre pays, mais également au niveau de notre continent africain, une priorité également, Monsieur Abba, puisque nous savons qu'il y a quelques années, c'était un continent qui était extrêmement agité par des mouvements de révolution.
La politique étrangère de l'Algérie, la politique africaine de l'Algérie a été un axe important de notre politique étrangère depuis 1962 jusqu'à maintenant. Pendant toute une partie de notre histoire en tant que pays indépendant, notre politique étrangère a surtout consisté à apporter notre soutien au mouvement de libération pour parachever la libération de l'Afrique, et parachever son indépendance et aussi aider à son développement économique. Depuis les 20 dernières années, c'est une autre étape, même s'il y a encore un conflit qui n'est pas encore résolu, que vous connaissez, c'est celui du Sahara occidental, mais de manière générale, la période de décolonisation est terminée depuis longtemps et nous sommes attelés, notre politique étrangère, et s'est attelée à la tâche de l'intégration du continent africain. Et là, l'Algérie a contribué de manière active à la naissance de l'Union africaine. Elle a contribué de manière active au lancement du Népal, du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, du MAEP, de ce mécanisme de pairs pour la gouvernance en Afrique. Donc nous sommes déjà dans une nouvelle réalité, dans celle de la construction et du développement de l'Afrique. Bien sûr, la période de décolonisation est quasiment finie, hormis bien sûr la question du Sahara occidental au niveau de notre continent. Aujourd'hui, l'Afrique est aux Africains, c'est ce qui est affirmé haut et fort. Vous avez dit que la décolonisation est finie, maintenant c'est la construction et la réappropriation de ces biens et ces richesses et son souveraineté sur, bien sûr, ces produits. Vous dites bien, vous faites bien de rappeler ce slogan du roi Messinissa qui disait « l'Afrique aux Africains ». Il est encore plus d'actualité aujourd'hui, on devrait le dire et le redire. On l'a dit aussi à l'époque de Feu Boumedienne. Absolument, l'Afrique aux Africains, mais c'est un slogan qui date de moins de 200 avant Jésus-Christ. C'est pour dire la constance des positions de notre pays. Mais dans l'histoire est millénaire. Absolument, dans l'histoire est millénaire et dont nous sommes fiers. Donc pendant toute une période, l'Algérie a apporté son appui au mouvement de libération et de manière active, notamment en ce qui concerne la libération des colonies anciennement portugaises. Parce que c'est celle qui, après notre indépendance, n'était pas encore indépendante. Les colonies britanniques et françaises l'étaient déjà quand nous sommes devenus indépendants. Il restait deux catégories de territoires qui n'étaient pas libérés, c'était les colonies portugaises, Angola, Mozambique, Cap-Vert, Guinée-Bissau. Et là, nous avons apporté un soutien financier, un soutien matériel et un soutien même en entraînement et en formation des cadres. Nous avions même des officiers de l'ANP et qui se sont rendus sur le terrain en Angola, notamment en Angola et au Mozambique, pour contribuer à la lutte de ces peuples pour leur indépendance. C'était une contribution que très peu de pays peuvent égaler, ou à laquelle il est très difficile de comparer les actions des autres pays. Donc c'est une action qui est inscrite dans l'ADN de notre pays, puisque nous nous sommes libérés par la violence, par une lutte de libération qui a duré 7 ans et demi. C'est une grande fierté également par rapport aujourd'hui à notre pays qui est jeune, mais qui a réussi quand même à réaliser certains exploits, que ce soit au niveau du continent africain ou autre, bien sûr, du continent africain, puisqu'on a soulevé la question un peu de la libération des otages américains avec le conflit irano-américain, avec bien sûr également le règlement du conflit Iran-Irak. Il y a eu aussi d'autres médiations à travers le monde. Vous parlez un peu des instruments de la diplomatie. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui les renforcer et les mettre au service de l'appareil diplomatique, monsieur Abba, puisque c'est la question que vous soulevez également dans votre livre, qui pour vous est un instrument pour les générations montantes qui sont en formation actuellement dans le domaine de la diplomatie. Oui, il y a d'autres instruments de la politique étrangère, il faut le dire, il faut les connaître, il faut les identifier. D'abord, essayons de les énumérer. Alors, il y a par exemple l'aide publique au développement. Quand nous connaissons, quand nous nous penchons sur cette question d'aide publique, notamment à nos voisins d'Afrique subsaharienne, c'est une aide extrêmement importante qu'il est bon de revoir, de quantifier et de renforcer, bien entendu. Elle a plusieurs formes.
Et le milliard de dollars qui a été dépensé aussi. Récemment, le président de la République a annoncé le déblocage d'1 milliard de dollars pour l'agence de coopération. C'est un instrument aussi, l'aide publique. Il y a les capacités militaires d'un pays. Il n'y a pas de diplomatie de politique étrangère sans capacité militaire. Ça, il faut le dire, il faut le savoir. Et il y a aussi d'autres instruments moins évidents qui sont les ONG. Nous devons renforcer nos ONG, les crédibiliser, leur donner des moyens pour qu'elles relayent aussi, mais il faut qu'elles soient crédibles. Elles relayent aussi la voix de l'Algérie à l'étranger. Il y a la diaspora algérienne à l'étranger qui peut aussi contribuer en étant un pont entre les pays où elle vit et l'Algérie pour initier des projets de développement dans notre pays. Et c'est une diaspora de grande qualité puisqu'elle comporte des personnes qui ont des formations extrêmement poussées. Il est important et il est bon que l'Algérie profite de leur savoir-faire. Et bien sûr, exercer du lobbying, et le président l'a réitéré encore une fois, profiter un peu de cette diaspora et favoriser également son retour si elle souhaitait revenir en Algérie. Justement, par rapport à cette question de la diaspora, c'est aussi un instrument diplomatique des plus forts aujourd'hui de l'Algérie qu'elle doit utiliser, puisque nous avons vu que ces dernières années, le renforcement de la place de la diaspora est fortement apprécié par celle-ci et également engagé par l'État en ce moment, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères et de la communauté algérienne à l'étranger. Il faut poursuivre l'action qui a été lancée dans ce domaine, la renforcer. Par exemple, il y a 2 ou 3 choses qui sont importantes à faire. C'est crédibiliser, renforcer le portail des compétences algériennes à l'étranger qui est géré par le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale. Et il faut le crédibiliser en ce sens que quand une entreprise algérienne, un organisme algérien veut puiser dans notre diaspora, dans notre communauté installée à l'étranger, des compétences, il faut qu'il les trouve immédiatement, il faut qu'il puisse les utiliser. Ce sera bénéfique pour la diaspora elle-même et pour le pays. Donc il y a des instruments concrets. Il y a aussi peut-être réfléchir à une meilleure représentation de notre communauté à l'étranger. Le président a évoqué il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, qu'il fallait relancer peut-être l'idée du Conseil consultatif national à l'étranger. Parce que la représentation qu'a actuellement notre communauté à travers le Parlement est bien du point de vue symbolique, mais elle n'est pas suffisante. Il faudrait donc réfléchir à d'autres instruments pour avoir une représentation plus substantielle de notre communauté et la rattacher de manière plus forte à la nation. Alors, son apport est politique et à la fois économique, Monsieur Abba, quand on sait aujourd'hui que les Algériens installés à l'étranger sont au niveau des plus hautes instances dirigeantes aussi de certains pays. Oui, elle est politique. Au niveau aussi des universités. Pour le symbolique, elle est économique pour le business et elle est aussi scientifique et technologique. Parce que, comme vous dites, certaines de ces compétences installées à l'étranger occupent des postes, sont dans des laboratoires, travaillent sur des sujets extrêmement sophistiqués et il est bon que notre pays tire profit de ces compétences. Mais c'est déjà fait, ça commence à être fait. Malheureusement, un peu à titre individuel. Ce sont eux-mêmes qui se mettent, par exemple, quand j'étais à Londres, quand j'étais ambassadeur à Londres, j'avais un contact permanent avec les compétences algériennes installées en Angleterre. Et beaucoup d'entre eux racontent leur histoire et ils travaillent déjà avec leurs universités d'origine en Algérie afin d'apporter leurs compétences en ce qui concerne les directions de thèse, en ce qui concerne la recherche scientifique. Et aujourd'hui, avec les moyens offerts par les technologies de la communication, les TIC, il est possible de travailler sans être présent en Algérie. Et c'est ça, justement, la nouveauté en ce qui concerne l'exploitation, l'utilisation de cette diaspora, c'est l'utilisation des moyens de télécommunication modernes. Ils peuvent parfaitement diriger, apporter leur contribution à leurs universités sans être forcément présents toute l'année, seulement à des périodes données. Il faut juste les solliciter. Il faut les solliciter. Sont disposés à le faire. Et les organiser. Même gratuitement. Et les organiser. Un recteur d'université en Algérie m'a dit que beaucoup de nos universités, dans leur budget de laboratoire, dans leur budget de recherche, ils ont des budgets de recherche assez consistants, ils n'utilisent pas entièrement les moyens qui sont mis à leur disposition dans ce budget recherche. Une partie pourrait être utilisée pour organiser les visites et l'apport, la contribution de ces compétences, en leur payant un billet d'avion
et une chambre d'hôtel pendant quelques jours, ce serait beaucoup faire. Pour l'instant, ce n'est pas fait, comme je vous le dis, ce sont des initiatives individuelles de nos compétences à l'étranger qui le font, et c'est à leurs frais. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Ammar Abba, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Monsieur Ammar Abba, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport justement à ce parcours un peu fabuleux de notre diplomatie algérienne de 62 à 2022. C'est l'intitulé de votre livre. Vous revenez un peu sur tout ce qui a été réalisé, les instruments de la diplomatie. On en a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous appelez aujourd'hui pour la mobilisation également de la diaspora qui peut être aussi une force de l'Algérie à l'extérieur. On le voit aujourd'hui, le président a réitéré à plusieurs reprises le soutien à cette, bien sûr, communauté importante qui est à l'étranger, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Asie, en Amérique également, sur le continent américain. Vous appelez à la mise en place éventuellement d'un conseil consultatif à l'étranger. C'est important de le mettre en place comme instrument pour booster encore davantage et mobiliser cette diaspora. Oui, à mon avis, ça pourrait être un instrument qui aille au-delà de la représentation actuelle à travers l'Assemblée nationale, l'Assemblée populaire nationale. Comme vous le savez, c'est une représentation qui est bonne, qui est utile, mais qui est un peu symbolique en raison du nombre un peu limité de députés pour une population aussi importante vivant à l'étranger. Donc le conseil consultatif, auquel on recourt d'ailleurs plusieurs autres pays, est un conseil plus important. Il existe ailleurs. Il existe dans d'autres pays. Il comporterait une centaine de membres élus par la communauté et qui pourrait porter les intérêts et les préoccupations de notre diaspora à l'échelle nationale et qui pourrait se réunir une fois par an ou 2 fois par an et qui serait extrêmement utile et il serait consultatif. Il n'aurait pas de pouvoir de décision, mais il apporterait, il exposerait des préoccupations et les intérêts de notre communauté à l'étranger. Il faciliterait et rendrait le lien plus facile et plus concret entre la communauté et le pays. Et bien sûr, le pays aura un droit de regard sur toutes les préoccupations qui sont soulevées aujourd'hui par la communauté. Mais c'est un conseil consultatif à l'étranger qui serait dépendant de la diplomatie. C'est un instrument supplémentaire au service de la diplomatie également, Monsieur Ammar Abba, puisqu'on parlait d'une multitude d'instruments qu'on pourrait mettre en place également. Il pourrait apporter sa contribution. C'est parce que il y a actuellement un tissu consultatif important dans notre diaspora. C'est déjà bien. Ça permet à nos représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger d'être à l'écoute des préoccupations de notre communauté. Le conseil serait un plus, serait quelque chose qui s'ajouterait et qui rassemblerait et qui aurait une certaine légitimité parce qu'il aurait été élu par nos compatriotes installés à l'étranger. Bien sûr, nos compatriotes ont une force, bien sûr, et ils auront un apport à la fois politique et à la fois économique, mais bien sûr, dans ce paysage diplomatique, avec tous les instruments existants, on parle beaucoup d'un nouvel ordre mondial naissant qui a un aspect plutôt politique et à la fois militaire, mais on parle très peu, bien sûr, d'un nouvel ordre mondial économique international. Comment évaluez-vous un peu l'action de l'Algérie dans ce domaine et qu'est-ce qui reste un peu de ce qu'on appelle l'ordre économique international? Oui, l'Algérie a beaucoup milité dans les années 70 pour l'avènement d'un nouvel ordre économique international, c'est-à-dire des réformes profondes de l'ordre international afin de le rendre plus juste, plus équitable et qui apporterait quelque chose aux pays en développement. Le non-alignement, par exemple. Dans le cadre du non-alignement, dans le cadre du groupe des 77, l'Algérie a été, par exemple, le premier pays dans lequel s'est réuni le groupe des 77 en 1967 à Alger. Et il y a eu une charte d'Alger, des 77 à Alger, qui a rapidement placé un certain nombre de revendications dans le cadre de cette charte. Qui est toujours d'actualité, cette charte. Absolument. On a retrouvé, qui n'a pas pris une ride. On a retrouvé
cette action, elle s'est continuée quand il y a eu le sommet, le 4e sommet des pays non alignés en septembre 1973 à Alger, qui a synthétisé ces revendications et qui les a portées au plus haut niveau, puisque c'était des chefs d'État. Et l'Algérie, sur cette base, a demandé la convocation d'une session spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU pour parler de ces questions de développement. Elle s'est tenue en avril. Sous la présidence, bien sûr, du feu Houari Boumediene. Non, il a pris la parole au nom des 77. Nous n'avons pas présidé cette session. Nous présiderons une autre session après. C'est à Alger qu'il a présidé. Je parle justement d'Alger où il a présidé le sommet. Absolument. Voilà. Il a présidé le sommet d'Alger de 73. Et il y a eu cette session de 1974 qui a adopté une déclaration sur le nouvel ordre économique international et un plan d'action sur le nouvel ordre. Ensuite, il y a eu beaucoup de réunions qui se sont tenues à Paris, le sommet nord-sud de Paris. Il y a eu un sommet qui s'est tenu à Cancun, au Mexique, au cours desquels toutes ces réunions, l'Algérie a joué un rôle important. Ensuite, l'action sur le nouvel ordre économique s'est effilochée sous les coups du néolibéralisme avec la victoire de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Donc, toutes ces idées ont reculé, mais elles ne peuvent pas disparaître puisque ces revendications et ces problèmes sont toujours actuels. Donc, vous m'avez posé la question, Madame Qu'en reste-t-il ? Que en reste-t-il ? Il en reste quand même un certain nombre de choses. Par exemple, un fonds commun sur les produits de base a été mis en place. On a créé l'Organisation pour le développement industriel, qui est à Vienne. On a également tenu compte, dans le cadre de l'OMC, de la nécessité d'aider les pays en développement à se mettre à niveau. C'est ce qu'on appelle la clause de sauvegarde au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et il y a eu, en ce qui concerne les questions environnementales, on a tenu compte du fait que la responsabilité des États développés ou en développement est commune, mais elle est différenciée, c'est-à-dire nous n'avons pas, nous, pays en développement, une responsabilité égale ou la même responsabilité que les pays industrialisés qui ont pollué durant 2 siècles. Donc ces idées ont été un peu inscrites petit à petit. On a tenu compte aussi pour régler la question des pays les plus pauvres endettés. Ce sont des idées du nouvel ordre économique qui ont été mises en... Donc ça n'a pas été entièrement perdu comme certains pourraient le penser. Et l'Algérie avait fait cela à l'époque, c'est parce qu'elle s'était engagée dans une action de récupération de ses ressources naturelles dans les années 70. Elle a essayé d'élargir cette action à tous les pays du tiers-monde afin de ne pas rester seule. Elle a en quelque sorte ameuté les autres pour généraliser cette action. Donc ces idées, pour nous résumer, n'ont pas été perdues, elles ont été en partie, je dis bien en partie, pas intégralement, en partie prises en compte par les organisations spécialisées des Nations Unies. Aujourd'hui, les choses se présentent différemment parce que ces problèmes sur la réforme du système international sont en train de prendre un autre virage avec la création des BRICS, avec la contestation de l'hégémonie occidentale dans les organisations économiques internationales. Et c'est une sorte de nouvelle banque mondiale, de nouveau FMI qui a été créé à Shanghai en 2014. Cette banque de Shanghai, des BRICS, est en train ou pourrait jouer un rôle assez important qui pourrait contrebalancer un petit peu le rôle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Donc nous sommes en train de voir sous nos yeux naître un nouveau système. Donc c'est les éléments d'un nouveau système de relations économiques internationales qu'il faut suivre évidemment avec vigilance. Et l'Algérie est engagée activement dans la réalisation de ce nouvel ordre. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous déclarez à l'instant par rapport à ce nouvel ordre mondial économique, on pourrait reprendre un peu les principes de la charte d'Alger de 1967 et la réactualiser, puisque les questions qui ont été posées en 67 sont toujours d'actualité aujourd'hui et certains pays, certains États refusent aujourd'hui et rejettent l'hégémonie occidentale? Oui, elle a été petit à petit actualisée et mise à jour, cette charte des 77
On pourrait la rendre beaucoup plus réactive. Elle est en train de devenir plus concrète et est en train d'être actualisée parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ont évolué. Mais les problèmes économiques du tiers-monde sont toujours les mêmes. C'est l'accès au marché des pays en développement, l'accès de leurs produits, c'est l'accès au financement, c'est avoir un minimum de pouvoir de décision dans les grandes organisations internationales. Par exemple, les DTS, les droits de tirage spéciaux au sein du FMI, ont été améliorés, mais pas suffisamment. L'accès aux DTS et l'apport des pays en développement. Donc ces problèmes sont en train de connaître une nouvelle vision, une nouvelle approche avec la création des BRICS qui pourrait, même s'il est encore trop tôt pour le dire, qui pourrait changer les choses. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte de discrimination qui a été exercée durant pratiquement 70 ans sur les pays en développement, ou en voie de développement? Oui, parce que les pays en développement n'avaient pas de capacité de négociation suffisante. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Les relations internationales, ce n'est pas la diplomatie, c'est la loi du plus fort. Ce n'est pas la philanthropie, hein. C'est les intérêts, c'est les rapports de force. Et c'est ce qui s'exerce aujourd'hui sous nos yeux également. C'est ce qui s'est toujours exercé. J'essaie de montrer dans mon livre, justement, que les relations internationales, c'est le rapport de force, c'est la défense des intérêts, ce n'est pas toujours les idéaux. Et, il y a un certain nombre de passages en ce qui concerne notamment ceux qui gouvernent les relations internationales que j'essaie de présenter dans l'introduction, qui dit que ce n'est pas, c'est d'abord les intérêts qui gouvernent les États et non les principes et les idéaux. Il faut le dire. Même si les principes sont bons pour habiller ces intérêts, c'est toujours bon à dire. Les appliquer sur les uns et pas sur les autres. Voilà, c'est toujours... Et je dis aussi dans l'introduction de ce livre que la société internationale n'est pas une société de droit. C'est une société du plus fort, malheureusement. Et il n'y a pas encore dans la société internationale de juge impartial et de gendarme qui fait son travail. Le gendarme, c'est théoriquement le Conseil de sécurité, mais il est dominé par les 5 puissances qui disposent du droit de veto. Donc là, il y a une réflexion sur la réforme du Conseil de sécurité qui est engagée, dans laquelle l'Algérie a une position à défendre avec les pays africains. Puisqu'elle est aujourd'hui élue membre également du Conseil de sécurité. Elle a été, il y a quelques jours, élue membre du Conseil de sécurité, membre non permanent pour 2 ans au Conseil de sécurité. C'est la 4e fois de son histoire, depuis 1962, que l'Algérie est membre du Conseil de sécurité. C'est toujours pour 2 ans. Et ça lui ouvrira la possibilité de défendre ses idées et de participer à la prise de décision sur un certain nombre de crises et de problèmes qui surgissent dans l'arène internationale. Comme elle a fait aussi par le passé, puisqu'elle est à l'origine un peu de la condamnation du paiement des rançons pour, bien sûr, les groupes terroristes. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel ordre mondial qui est en train de s'inscrire sous nos yeux. On est en train de voir un peu sa naissance et vivre un peu sa naissance avec de nouvelles forces qui s'affrontent. Est-ce qu'on peut considérer que l'étape que nous traversons actuellement est similaire à celle que nous avons connue durant les années 50 et 60 et 70, la guerre froide? Est-ce que c'est un scénario qui se répète aujourd'hui ou alors c'est similaire, les similitudes sont exactement les mêmes, Monsieur Abba? Il y a bien sûr parfois quelques similitudes, en tout cas quelques similitudes c'est les mêmes forces qui s'affrontent. Des similitudes apparentes, mais l'histoire ne se répète pas, les conditions sont toujours différentes et il faut adapter et actualiser sa grille de réflexion pour ne pas tomber dans l'erreur. La guerre froide a été une guerre où il y avait 2 camps militaires avec chacun une idéologie différente. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Ça peut ressembler, c'est une situation tendue, mais en fait, c'est la naissance de nouvel ordre qui est en train de se faire, mais qui est pas tout à fait comparable à ce qui s'est fait durant la guerre froide. Et nous n'avons pas aujourd'hui 2 camps qui s'affrontent avec des idéologies différentes. Parce que, par exemple, si vous prenez le groupe des BRICS, il y a des pays très différents qui sont avec... il y a des pays occidentaux dans les BRICS. Le Brésil est un pays occidental par excellence.
Donc si c'est Occident versus les autres, ce n'est pas le cas. Donc il faut se méfier des similitudes ou apparentes qu'il y a entre les situations. Mais aujourd'hui, il y a un remue-ménage sur le plan international. Mais vous avez toujours deux blocs qui s'affrontent. Deux blocs qui s'affrontent, mais il est encore très tôt pour la comparer à la guerre froide. Il est encore très tôt pour la comparer à la guerre froide. Mais quelle est la différence entre les deux, entre cette époque et celle-ci? Il n'y a pas aujourd'hui deux camps. Il n'y a pas aujourd'hui deux camps idéologiquement séparés. Ils sont séparés par des intérêts, mais pas par les idéologies. Et il n'y a pas deux blocs militaires comme c'était l'OTAN et le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie a été dissous après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Donc il y a quelques similitudes, mais en fait c'est l'éclosion d'un nouvel ordre qui est en train de se faire dans la douleur et aussi dans l'ignorance de ce qui va se passer. C'est une situation assez dangereuse. Mais est-ce que, c'est-à-dire avec ce nouvel ordre mondial, il va y avoir bien sûr des puissances qui vont émerger, de nouvelles puissances qui sont en train d'émerger. Elles sont en train d'émerger déjà sur le plan économique si on prend en considération la Chine. Et il y a d'autres puissances qui seront en déclin, comme on le voit actuellement au niveau de l'Occident, au niveau de certains pays fortement affectés par cette guerre contre l'Ukraine, comme la France par exemple, monsieur Ammar Abba. Il y a remise en question du rôle de chacun sur le plan international. Quand nous prenons par exemple le continent africain, nous ne pouvons que constater le recul des anciennes puissances coloniales, la Grande-Bretagne, la France, bien évidemment le Portugal qui n'a plus de rôle important, significatif en Afrique, et elles sont remplacées par des puissances différentes. Nous constatons, la Chine, la Turquie. Nous pouvons voir le rôle extrêmement dynamique important de la Chine en Afrique. La Turquie. Dans une certaine mesure, l'Inde, surtout du côté de l'océan Indien, et le Brésil, côté océan Pacifique, Atlantique. Et vous avez aussi la Russie. Il y a ces pays. Et la Russie, qui n'a pas encore de place significative en Afrique, mais qui opère un certain retour. Jusqu'à 2010, la Russie était un peu absente de l'Afrique. C'était le contre-coup de l'effondrement de l'Union soviétique. Elle a pratiquement disparu de l'Afrique, elle est en train de revenir. Par exemple, beaucoup de pays ont mis en place des mécanismes de dialogue entre leur pays et l'Afrique. La Russie a été la dernière à mettre en place un tel mécanisme de dialogue. La Chine l'a mis depuis longtemps. Depuis longtemps, Chine-Afrique, France-Afrique, États-Unis-Afrique, Japon-Afrique, TICAD, mais la Russie était absente. Nous sommes en train de voir un certain retour de la Russie en Afrique, au moins sur le plan sécuritaire. Au moins sur le plan sécuritaire. La situation de la Chine est tout à fait différente puisqu'elle réalise des infrastructures, puisqu'elle prend un certain nombre de territoires, de matières premières, parce qu'elle dans l'agriculture également, très fort. Oui. 60 milliards de dollars d'investissement en Afrique, voilà, dégagés annuellement. Voilà, ça c'est une situation nouvelle qui n'existait pas. Donc ça, c'est les éléments d'un nouvel ordre. C'est les éléments d'un nouvel ordre qui se met en place. Et l'Afrique est un des terrains sur lesquels se joue ce nouvel ordre. Bien sûr, avec des puissances qui vont émerger, d'autres qui vont disparaître. Absolument. Et c'est ça le nouvel ordre mondial. Alors, par rapport justement à cette question qui est d'actualité sur le plan géopolitique, je voudrais revenir avec vous ce qu'on appelle un peu le soft power. Qu'appelle-t-on le soft power aujourd'hui? Parce qu'on le voit sur le plan sécuritaire, mais il a aussi d'autres rôles sur le plan diplomatique et économique. Le soft power est un concept qui a été dégagé dans les années 70 par un historien américain qui s'appelle Joseph Nye. Et il essaye de déterminer quels sont, à part les éléments classiques du pouvoir, de la puissance, les éléments de la puissance sont l'armée, l'économie, la technologie, le territoire, la démographie, c'est des éléments de la puissance. Mais le soft power, c'est-à-dire la capacité de séduire, d'attirer et de faire en sorte que le partenaire applique ce que vous voulez faire sans que vous le contraigniez à le faire, c'est ça qu'il a dégagé et il estime que... C'est ce qu'a fait l'Occident pendant, bien sûr, des années. Et, séduire tout le monde par son modèle. Séduire, attirer et ne pas obliger par la force à faire. C'est quoi le soft power, par exemple, d'un pays comme l'Angleterre? C'est sa langue. L'anglais, c'est la langue de la globalisation et de la mondialisation. Ce sont ses universités. C'est la monarchie qui attire... beaucoup de, ne serait-ce que des touristes. C'est son modèle
de gestion démocratique. Westminster, c'est un régime parlementaire, pluraliste. Donc, ces éléments constituent le soft power d'un pays comme l'Angleterre. Un pays comme l'Égypte a un soft power lié à son histoire. Indubitablement, l'Égypte attire par son passé extraordinaire. Donc, c'est le soft power. Bon, nous-mêmes, l'Algérie, nous devons réfléchir à ce qu'est notre soft power. Et nous avons un soft power important. C'est notre histoire, c'est notre culture, c'est notre territoire, les paysages extraordinaires que nous avons, qui ne sont malheureusement pas exploités. Le soft power, c'est la cuisine aussi. C'est le rail, c'est le chant, c'est la rail, danse, c'est les tenues. Voilà, les tenues traditionnelles extraordinaires que nous avons et variées selon les régions. Véritable richesse. Donc ça, il y a un travail à faire pour notre pays. Et c'est le rôle de la diplomatie ou c'est le rôle à la fois de toute la société? Monsieur Ammar Abba, également, par exemple, la diaspora dont on a parlé tout à l'heure. Oui, la diaspora pourrait faire partie du soft power de l'Algérie parce que ce n'est pas tous les pays qui ont une diaspora aussi dynamique, aussi importante, etc. On a vu nos ambassadrices aujourd'hui se présenter pour les lettres de créance avec des tenues traditionnelles. C'est une sorte de soft power pour faire connaître aussi les tenues traditionnelles algériennes. Mais il ne faut pas se limiter seulement à la tenue traditionnelle. Oui, c'est une... On a la cuisine c'est aussi. Une illustration de la profondeur historique et culturelle de notre pays. L'habit, le costume national, comme vous dites, la cuisine, parce que à un moment où le tourisme international connaît un boom extraordinaire, où des millions de gens se croisent dans les aéroports et voyagent, avoir une cuisine, des paysages, des costumes, c'est important pour attirer. Et vous existez sur une carte à partir du moment où votre pays existe dans le soft power. Voilà, ouvrir de grands restaurants au niveau de l'aéroport international d'Alger, entre autres, pour bien sûr promouvoir la cuisine algérienne traditionnelle et non pas les sandwichs. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, monsieur Ammar Abba, bien sûr par rapport à votre livre, par rapport à notre déploiement diplomatique. Nous avons vu aujourd'hui, ces dernières années, un retour en force de l'Algérie sur la scène internationale. C'est ce qui lui vaut un peu des critiques de la part de certains pays parce qu'elle est en train de briser certains codes qui étaient déjà installés. Est-ce qu'il faudrait, c'est-à-dire démultiplier également nos représentations diplomatiques à travers le monde? Combien d'ambassades et de consulats d'Algérie possèdent-elles aujourd'hui à travers le monde? Est-ce qu'on est représenté suffisamment dans tous les pays du monde? L'Algérie peut être représentée comme parmi les pays en développement qui ont un appareil diplomatique parmi les plus importants. Nous avons suffisamment d'ambassades et de consulats dans le monde. Nous avons à peu près 95 ambassades dans le monde, une vingtaine de consulats généraux, 2 ou 3 missions permanentes auprès des organisations internationales. Au total, nous avons 140 représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, ce qui est tout à fait honorable et suffisant pour relayer la parole de l'Algérie et l'action diplomatique de l'Algérie. Mais il faudrait renforcer cette présence au niveau des organisations internationales, toutes les organisations internationales, même les organisations apolitiques. Les organisations internationales, on peut y être présent à travers des délégations. Donc, il faut un suivi à travers notre diaspora, à travers notre civile, nos députés. On peut y aller quand il y a des réunions importantes à travers des délégations étoffées qui y participent avec des idées, avec des projets. Mais il est toujours important pour un pays d'avoir un appareil diplomatique conséquent. Et l'Algérie a un appareil diplomatique conséquent, notamment en Afrique, où elle a rouvert dernièrement un certain nombre d'ambassades qui ont été fermées dans les années 90. Et il faudrait aussi renforcer, bien sûr, le transit vers ce pays, que ce soit aérien ou maritime, et c'est l'instruction également du président de la République. Monsieur Ammar Abba, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit également, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'au niveau international, il y a eu échec de certaines institutions internationales, comme l'ONU, qui a été, bien sûr, créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour prévenir contre un quelconque conflit dans le monde, or que maintenant, elle n'arrive plus à contenir les conflits. Quelle est votre réponse justement? Je suis un peu d'accord avec lui, en ce sens que effectivement, l'ONU ne joue plus son rôle ou le rôle qu'elle devrait jouer. Mais on le voit déjà pour le Sahara occidental. Mais il faut être réaliste. Si l'ONU n'existait pas, il aurait fallu l'inventer, comme on dit. Parce qu'elle reste toujours un forum utile et le seul forum dans lequel tous les États sont présents et peuvent s'exprimer. Il faudrait la réactualiser. Bien sûr, il faut la réformer. Voilà. Il faut la réformer. Elle est née sans nous.
Aujourd'hui, on existe. L'ONU a été créée en 1945 probablement que les conditions de 1945 ne sont plus les conditions d'aujourd'hui. Et il y a une réflexion à mener pour sa réforme et pour la rendre beaucoup plus performante, notamment en matière de résolution des conflits. Alors, on parle des conflits, mais il y a des conflits également aujourd'hui qui émergent et qui sont des conflits virtuels. Est-ce qu'il faudrait être beaucoup plus offensif pour faire face à ce type, bien sûr, d'attaques cybernétiques que vise l'Algérie? Et on sait l'origine de ces attaques, c'est le Makhzen et l'antitétionnisme. Monsieur Abbas, c'est la question de l'auditeur. Il faut être plus offensif aujourd'hui? Bien sûr, il faut de toute façon défendre ses intérêts et la guerre cybernétique, c'est une guerre comme les autres. Il faut se défendre, il faut mettre en place les instruments pour adapter notre réponse à ces nouveaux défis. C'est une adaptation permanente de notre diplomatie. Alors, vous avez parlé au début de cette émission de la différence entre, bien sûr, la politique étrangère et la diplomatie. Quelles sont exactement les fonctions des diplomates, monsieur Ammar Abba? Alors, la Convention de Vienne, dans son article, la Convention de Vienne de 64 sur les relations diplomatiques, dans son article 3, dit qu'il y en a 4 ou 5 représenter, protéger, informer, négocier et promouvoir. Notre force, c'est la négociation. C'est la négociation, c'est central dans l'action du diplomate. Monsieur Ammar Abba, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec vous, avec nous dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Et je rappelle aux auditeurs que vous êtes bien sûr l'auteur du livre La politique étrangère de l'Algérie de 62 à 2022, des idéaux de la révolution aux exigences de la réelle politique. Et je recommande ce livre pour la lecture. Merci beaucoup. Merci de votre invitation, madame. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. À demain.